Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui était l'invité de GPTV qui a pris la parole par rapport à l'affaire Epstein, mais cette fois-ci par un biais différent et par des choses qu'il faut absolument aborder parce que cela fait de plus en plus de bruit, notamment par rapport à l'audition de Ghislaine Maxwell qui est pour moi finalement un rôle clé dans l'affaire Jeffrey Epstein. C'est elle qui est peut-être le personnage le plus important et qui pourrait, j'espère, un jour nous révéler le maximum de choses. Mais juste avant d'écouter Alain Soral, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et j'en profite aussi pour remercier tous les donateurs, que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube. Merci du fond du cœur. On écoute Alain Soral et on en parle juste après. Absolument énorme. On a une énorme rétention d'informations. On n'a jamais vu l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Elle s'est passée dans un état des États-Unis très périphérique, très étrange. Toutes les images qu'on nous a montrées sont des images reconstituées où c'est marqué dessus images reconstituées. Normalement, quand tu vas arrêter un personnage comme ça, il y a des vraies images. Je fais le parallèle avec DSK. DSK, on sait que ce sont des vraies images. Il est sur les marches du tribunal avec son avocat, il fait des déclarations, etc. Que ce soit sur l'affaire Epstein et sur l'affaire Maxwell, toutes les images qu'on a sur l'affaire Epstein sont des images de son premier procès, pas du deuxième. Et sur Ghislaine Maxwell, on nous montre des fois des dessins, on nous met une photo où elle est comme une photo maton, tu sais, sur un fond uni. On a même des images où on la voit actuellement. Quand on compare avec sa vraie tête, on voit quand même qu'il y a des problèmes de différence de taille du nez, etc., etc. Alors moi, on va encore dire que je suis complotiste, mais je dis, vu le niveau de pouvoir de ces gens-là, vu leur niveau de corruption, de corruptibilité et leur capacité à mentir, on est sûr de rien. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on est sûr de rien. Par contre, évidemment, on ne voit pas Ghislaine Maxwell faire les magasins à New York, ça c'est sûr. Mais je rappelle que Ghislaine Maxwell a la nationalité française, hein, elle a un passeport français, elle a un magnifique château dans le Périgord, et qu'à un moment donné, quand on se posait la question, parce que nous, avec Fait et Documents, et donc Xavier Poussard, que je salue au passage, on travaille sur l'affaire Maxwell-Epstein, puisque c'est un binôme, hein, depuis 2019. Et si vous regardez des vidéos que j'ai remis récemment à mon université d'été de 2019, où je commente l'affaire Epstein, vous verrez que j'ai déjà à peu près tout ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai déjà dit en 2019. On était quand même les premiers sur le dossier. D'ailleurs, ce dossier, je répète, fait document, dossier complet sur l'affaire Epstein, il est disponible, vous pouvez l'acheter, et là, vous aurez notamment le nom de tous les gens qui sont dans le carnet noir. On a fait le travail de A à Z de ce qu'on pouvait donner d'officiel et de crédible, hein. Après, effectivement, on arrive assez vite sur des spéculations où on peut se faire traiter de complotiste par des gens qui ont envie de le faire, et puis d'autres peuvent se dire tout est possible, tout est crédible. Quand on voit je te dis, le niveau de pouvoir et le niveau de vice, tu sais, et la capacité, je dirais, ce sont vraiment des professionnels du mensonge et du mensonge dans le mensonge, etc. Donc, je te dis, sur Ghislaine Maxwell, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. On sait qu'elle serait en détention, qu'elle demanderait à sortir. Mais je dis, on n'a pas d'image sur l'affaire Maxwell comparable à l'affaire DSK, qui était déjà comme un haut gradé, hein, mais où il y a des vraies images qui sont bien plus crédibles de son arrestation, son amenée au tribunal. Voilà, alors que là, Guylaine, on a presque des photomatons d'elle, parfois c'est même des dessins, tu sais, des dessins comme en France où il y a des dessins de tribunaux. Ce qui d'ailleurs en France est une obligation parce qu'on n'a pas le droit de prendre en photo et de filmer, mais aux États-Unis, je vois pas pourquoi on se contenterait de dessins. Je crois que la loi n'est pas la même. Les caméras rentrent dans les tribunaux. On le voit quand on regarde des documentaires sur des serial killers. On voit absolument tout ce qui se passe pendant l'audience, filmé, sonorisé, quoi. Et j'ai pas, si je me trompe, eh ben, qu'on me fournisse les éléments, mais on n'a pas l'équivalent pour l'affaire Maxwell. Or, l'affaire Ghislaine Maxwell, beaucoup de gens supposent qu'elle était non seulement très liée à Epstein, mais qu'elle était même sa supérieure hiérarchique, puisqu'elle avait hérité de son père. Ce sont des familles dynastiques, il ne faut pas oublier. On a écarté du pouvoir les familles dynastiques du monde ancien, tu sais, qui étaient les familles dynastiques des anciens régimes, mais en fait, ça a été remplacé par des familles dynastiques aussi. On parle évidemment des Rothschild et des Rockefeller, on s'y est habitué, mais les Maxwell, il y a une dimension dynastique. Et en fait, Ghislaine Maxwell était la fille de son père. Et de ce point de vue-là, on est en droit de penser qu'elle était la supérieure hiérarchique de Epstein. Je rappelle, Epstein est un petit mec de Brooklyn, d'origine très populaire, qui a commencé comme prof de maths, alors qu'un peu comme ça fait penser un peu à l'affaire Brigitte, où on dit que Brigitte était la prof de français, tu sais, d'Emmanuel Macron, alors qu'elle n'a pas les diplômes, elle était finalement prof de théâtre. Et en fait, ce problème aussi
de Epstein, qu'on présente comme un génie des mathématiques, qui aurait donc fait une fortune à la bourse, puisque la bourse, aujourd'hui, on a admis pratiquement que c'était que des maths. Tu sais que ça n'a plus aucun rapport avec la création de richesse et la production. Mais en fait, on découvre qu'il n'avait pas le diplôme pour être prof de maths, tout en étant soi-disant prof de maths. Et qu'en réalité, quand on regarde, c'est un peu aussi comme Macron, tu serais qu'il serait un génie, un Mozart de la finance. Comment on dit, associé à la banque Rothschild. Les gens qui ont travaillé le dossier, par exemple Macron, savent qu'il n'a aucune formation et qu'il n'a jamais fait une affaire, en gros, hein, et qu'il ne connaît pas en plus la technique de ce milieu-là, tu sais, alors qu'il est, je ne sais pas quel est le terme, banquier associé, tu sais. Donc en Mhm. fait, il y a des parallèles, tu sais, dans l'espèce de biographie mensongère et de décalage entre le couple Macron et le couple Maxwell-Epstein, tu vois. Donc, pour revenir, Gillan était une haute gradée par son père d'un certain réseau d'influence très très lié au Mossad et à Israël. Epstein, lui, est un type de basse extraction qui est monté par soi-disant la finance en bénéficiant de largesse de milliardaires juifs, on a les noms, hein, les gens du méga groupe, qui en général, il s'est surtout contenté d'excroquer. Et ces types, dans les témoignages, je vous dis, il était sympathique, il m'a escroqué, je ne l'ai pas poursuivi parce que par ailleurs, il était très sympa. Et qui est quand même une manière de nous dire deux choses. Epstein n'a jamais vraiment fait d'argent. Il gérait beaucoup d'argent qui lui permettait d'agir. C'est-à-dire que son métier, c'était d'agir, de faire ce qu'il faisait, d'être à la croisée des chemins qui constituaient cette pieuvre. Mais pour ça, cet argent lui était donné par un club, hein, qu'on appelle le méga groupe, de milliardaires juifs américains, tous impliqués dans la défense des intérêts juifs américains, la défense des intérêts d'Israël. Ils étaient tous donc des acteurs en fait on va dire de la puissance juive. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien remarquer. Moi, à Maurice, j'ai dit même finalement, quand on regarde Epstein, c'était un gérant de bordel, tu sais, un gérant de bordel qui avait été choisi parce qu'il se payait sur la bête, parce que pour gérer des bordels, ce qui faisait qu'il faisait bien son travail, c'est que lui-même était un gros consommateur, c'était un gros délinquant sexuel. Parce qu'on peut imaginer qu'un type qui est très formé dans l'espionnage, le go-between, et qui est même doué pour faire des affaires dans la finance, peut être par ailleurs un époux ou quelqu'un qui n'a pas une sexualité débridée. Alors lui, ce qui est sûr, c'est que le marqueur, c'est qu'il était physiquement très impliqué dans cette fonction qui était une fonction de compromat sexuel. Et c'est quand même, quand on regarde ses compétences les plus avérées, c'est pas qu'il est fort en mathématiques. Bon, il n'a pas de diplôme de prof de maths, même s'il aurait exercé à la marge. Il n'a pas réellement fait de fortune à Wall Street. C'est de l'argent qu'on lui a donné. Par contre, visiblement, il était un délinquant sexuel et un priapique de haut vol. Et c'est quand même ça dont on est sûr, tu vois. Donc le Mhm. terme gérant de bordel, dont bordel équipé pour faire du compromat, là, est forcément assez proche de la réalité dont on peut être sûr, hein. C'est-à-dire, ces bordels étaient équipés de caméras, euh, par un travail on va dire, d'intermédiaire. Il était un facilitateur d'affaires et en même temps, tout ça se passe avec des femmes, des dîners, etc., etc. Et son truc, c'était d'amener à la délinquance et donc à la criminalité sexuelle des types haut placés dans des tas de domaines d'ailleurs, hein, politique, affaires, sciences, afin de les tenir, afin de les tenir. Et ça, c'est ce qui ressort de manière la plus évidente du dossier Epstein, c'est qu'il avait réussi à compromettre énormément de gens. Et c'est aussi un marqueur, c'est que visiblement ces gens de l'hyperclasse mondiale qui ont abandonné la morale qui faisait quand même dans l'ancien monde, la morale qui fait que, comment il s'appelle, que Charles Quint, à la fin de sa vie, bien qu'il était maître du monde, se retire dans un monastère pour se préparer à affronter Dieu, tu sais, parce qu'il se dit quand même qu'il n'est pas sûr d'aller au paradis, avec, si tu veux, l'effondrement de la croyance en Dieu et donc au diable. On a quand même quelque chose qui est une constante dans l'hyperclasse mondialisée, c'est que ces gens qui n'ont plus peur de Dieu, dont du diable, se comportent, transforment systématiquement leur pouvoir en abus de pouvoir. C'est pour cela qu'il nous faut revenir à Dieu. Tout simplement parce qu'il nous faut retrouver une morale commune. Vous vous imaginez qu'Alain Soral, comme exemple, il doit remonter à Charles Quint. Parce que quand il parle d'Ancien Monde, là on parle vraiment de l'Ancien Monde, hein, d'une époque qu'aucun de nous, même pour les plus anciens, n'avons connue. Ce qui s'est tout simplement passé, c'est que nos élites et nos sociétés se sont détournées de l'enseignement du bon Dieu et de l'Église. Et que nos élites se sont totalement protestantisées, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, assimilé
le fait qu'ils sont des élus. S'ils sont à leur place, c'est parce qu'ils ont été choisis pour dominer les autres. D'ailleurs, en France, quand on a eu l'émergence du protestantisme, quelle classe l'a choisi? La bourgeoisie, suivie par une part de la noblesse. Et la bourgeoisie, notamment pour s'émanciper de l'Église, de son dogme, mais surtout de sa morale, qui l'empêchait, bien sûr, d'aller trop loin. Aujourd'hui, eh bien, nous avons une élite occidentale qui n'est plus retenue pour rien et qui, en plus de ça, a abandonné tout sentiment national. Nous n'avons plus des élites patriotes et qui ont à cœur, bien sûr, leur pays. Mais quelque part, c'est normal. Quand vous vous considérez comme un élu et supérieur aux autres, finalement, le monde vous appartient et le monde doit vous obéir. D'où leur vision, bien sûr, d'abolir les frontières. Ce qui va, bien sûr, à l'encontre de nous, les gueux, car nous avons besoin de frontières pour nous protéger. Nous avons besoin d'un État pour nous protéger. Nous avons besoin d'un sentiment national pour nous protéger. Nous avons également besoin que notre ethnie soit majoritaire, car tout cela est une défense et c'est un moyen de se défendre face à des agresseurs, face à l'envahisseur, face à un système qui viendrait pour nous oppresser. Mais comme ils ont détruit, bien sûr, tout ce qui pourrait nous protéger, eh bien nous sommes à la merci de ces gens qui font absolument n'importe quoi. C'est ça que révèle, bien sûr, l'affaire Epstein. Autre point que soulève Alain Soral en faisant un parallèle avec l'affaire Epstein et l'affaire Brigitte Macron, c'est les fameuses parts d'ombre. Vous savez, j'en parle souvent quand je parle de ces affaires. En fait, c'est ce qui est extraordinaire avec ces deux personnages, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur eux. C'est qu'à la base, Brigitte Macron comme Jeffrey Epstein ne sont pas des gens importants. Ils ne sont pas issus d'une grande famille. Et l'interrogation que j'ai, moi, c'est qui les ont choisis et pourquoi ont-ils été choisis? Comment ont-ils pu avoir accès à tellement de relations, de choses, d'argent, alors que finalement, ils viennent quasiment du même monde que nous? Plus bien sûr qu'on a cherché à maquiller leur passé. Et donc, pourquoi ont-ils cherché à maquiller leur passé? Généralement, quand on vous ment sur le passé de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. C'est justement ça que j'ai envie, moi, de découvrir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et puis, je remercie encore une fois tous les donateurs. Et n'oubliez pas, j'ai été l'invité de Djongo et de Kaït TV. Donc, je vous invite à aller voir mon passage. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez,